C'est Michel qui va vous souhaiter la bienvenue parce que c'est lui l'hôte de ces lieux. Bonjour, merci d'être venu. Et puis avant toute chose, bonne année, parce que c'est encore de 16 ans et on ne va pas se gêner, hein. On compte sur nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Très content de vous revoir. J'allais dire, c'est comme les grandes équipes de football. On dit que les grandes équipes de football ne meurent jamais. Donc on a fait un petit entracte et nous revoilà. Désolé pour vous, hein, mais il va falloir nous supporter. Lorsque Pascal est venu me voir il y a quelques années, je crois que la raison d'être premier du restaurant, je me suis dit, après tout, pourquoi se contenter d'être restaurateur quand on peut être provocateur culturel? Parce qu'aujourd'hui, quelquefois la provocation a du bon. Hein. Vous verrez qu'on aura des intervenants tout au long de l'année qui vous parlent de choses qu'on n'entend pas nécessairement dans certains endroits. Et il est bon quelquefois de se remettre en cause à ce niveau-là, d'ouvrir ses fenêtres, de regarder à l'extérieur et de se dire qu'il y a des gens qui font les choses un peu différemment de ce qui se fait en général. Je pense que c'est très important que vous puissiez entendre d'autres voix, vous parler de certains domaines qui peuvent intéresser le bien-être, la santé et d'autres choses qui vous permettent de vivre le quotidien de façon plus sympathique. Voilà. Donc, merci d'être venu. Et puis, longue vie au Café Santé Nature. Maintenant, je vais vous passer Pascal. Oui, merci Michel. Longue vie aussi à Une Fleur des Champs, qui fête son 7e anniversaire cette année. Chiffre magique. Donc, on souhaite encore au moins 70 ans supplémentaires au restaurant. Au moins. Oui, alors, on a lancé l'association il y a quelques années. Il y avait un petit groupe de membres fondateurs motivés qui sont toujours là. Hein, Christian Busser notamment, qui va relancer le Café Santé Nature avec sa conférence aujourd'hui. Son épouse Elisabeth, qui comme lui est phytothérapeute à Rosheim, qui viendra aussi intervenir un jour. Michel, bien sûr, avec sa femme Laurence, qui est dans les cuisines. On salue justement toute l'équipe qui va nous faire à manger pour tout à l'heure. N'oubliez pas, hein, on continue la conférence à table une fois que ce sera fini. Celles et ceux qui veulent rester pourront se restaurer ici. Après, c'est important. Café Santé Nature, il y a aussi café dedans, donc il faut que ça soit convivial. C'était le but et l'objectif du départ. J'essaie d'oublier personne. Il y a Chantal aussi, qui est sophrologue, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a été aussi l'une des personnes qui nous a permis de démarrer au départ, puisqu'il faut être 7 en Alsace pour lancer une association, donc on est obligé d'être dans la convivialité. On est obligé d'être au moins à 7. Alors, il y a des personnes qui se sont rajoutées, puisque interrompre un Café Santé Nature, d'accord, le reprendre, ok, donc comment fait-on? On se dit, il faut faire un peu du changement dans la continuité. Donc, comme disait Michel, on est une grande équipe, mais qui a été complétée, voilà, par des personnes elles-mêmes très très motivées, tout aussi bénévoles que nous, et qui sont là aujourd'hui. D'abord Annie, qui se cache derrière la caméra, qui nous donne un gros coup de main sur l'organisation des conférences, sur le lien avec la presse, et sur tout ce qui fait qu'une association peut tourner. Ceux qui resteront pourront faire sa connaissance tout à l'heure. Une fois que ça a été dit, ça, il faut faire vivre cette initiative. Alors pourquoi avons-nous décidé de le relancer? Parce qu'on sentait que le moment était mûr pour ça. On était peut-être un tout petit peu en avance il y a quelques années. Voilà. Et on a rencontré des personnes, dont Bruno, qui a accepté de monter dans le bateau, qui n'est pas une galère, qui est plutôt un cargo, et qui nous a monté un superbe site internet, où après, non seulement il est magnifique, mais il faut l'alimenter. Maintenant on se rend compte qu'il faut mettre des informations dans ce superbe écran. Et ça va être notre challenge de cette année, et qui nous permettra d'être présents avec les thématiques qui nous sont chères tout au long de l'année, et pas seulement une fois par mois. Et la deuxième chose, c'est qu'on aimerait sortir de Strasbourg. Là aussi, on a un peu pêché au début par le fait d'être présent que dans le centre-ville ici. Alors, on aimerait sortir de Strasbourg et présenter les mêmes thématiques à Haguenau, à Saverne, à Colmar, à Mulhouse, et les premiers contacts sont déjà en train de se faire pour y arriver. Donc être présent dans toute la région, tout au long de l'année. Et je crois qu'on est en train d'y arriver.
Et je remercie également Médéric qui s'active derrière la caméra, parce que ça nous permettra, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir le samedi matin, et ils sont nombreux parce qu'ils font leur course au marché, de pouvoir suivre les conférences sur le site internet. Et Médéric nous donne un coup de main pour ça. Voilà, donc dites-le autour de vous. Si les gens n'ont pas le temps de venir, c'est pas grave, ils vont s'informer sur le site internet tout au long de l'année. Voilà, c'est important pour moi de remercier tout le monde, parce que sans tout le monde, ce n'est pas possible de le faire. Ça, c'est clair. Alors, j'ai parlé de la continuité, Michel en a parlé aussi. J'ai parlé du changement. Il y a une petite continuité aussi, c'est dans les sorties. On avait commencé à organiser des sorties dans la nature, qu'on n'a pas pu continuer là aussi par faute de temps et faute de moyens. On va les reprendre aussi, et notamment en partenariat avec des personnes qui vont nous accueillir tout au long de l'année dans les autres villes de la région. Donc là aussi, si vous laissez vos coordonnées à la sortie, on pourra vous envoyer des informations par mail pour que vous sachiez quand nous faisons quoi et que vous puissiez vous joindre à nous. Alors a priori ce sera gratuit, mais il y aura peut-être certains moments où il faudra payer parce qu'on a des frais techniques. Donc si vous voulez devenir membre de l'association, on pourra vous envoyer un bulletin de cotisation. Si vous voulez laisser un petit quelque chose en sortant dans la corbeille, on sera preneur, parce qu'entre la caméra et le site internet, il y a quand même quelques petits frais techniques qui sont indépendants de notre bénévolat. En tout cas, la base de tout, c'est qu'on aimerait valoriser le travail des gens de la région. Donc notre but, c'est pas, même si on aimerait bien un jour l'accueillir, c'est pas d'inviter Pierre Rabhi. C'est de dire, trouvons le Pierre Rabhi alsacien ou vosgien et voyons comment il travaille et valorisons son travail. Parce qu'on est ici, on est à Strasbourg, on est en Alsace, on n'est pas de l'autre côté de la planète. Donc c'est comment dire, selon l'adage penser global, agir local, ben faisons-le, et faisons-le ensemble. Voilà, ça c'est un peu la base de l'esprit du Café Santé Nature. Les partenariats se mettent en place aussi. Le premier, c'est avec France Bleu Alsace, avec aussi des personnes au sein de la rédaction qui nous suivent depuis quelques années et qui ont eu envie de nous donner un petit coup de pouce. Donc on va également explorer cette manière de travailler avec les médias dans les prochains temps, qui seront des démultiplicateurs qui permettront à l'esprit de l'association de vivre. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Les portables, ils sont sur mode vibreur, évidemment. Il y a aussi toutes ces petites questions techniques. On est en train de redémarrer, donc il faudra être indulgent avec nous. J'avance tout de suite la conférence du mois prochain, parce que je sais que je vais l'oublier à la fin de la conférence de Christian. Pierre Mougel, c'est un ancien pilote de chasse, de l'armée française, je crois. Il a décidé de devenir naturopathe. Il est devenu naturopathe. Il est Heilpraktiker à Kiel. Et il va nous parler de médecine traditionnelle chinoise le 15 février prochain. Voilà, je suis allé sur son site internet, je ne le connais pas personnellement, mais je sens que ça va être passionnant. Michel le connaît bien. Donc rendez-vous à tous dans un mois, j'espère. Et je laisse enfin la parole à Christian, qui va expliquer un petit peu comment lui a participé à la création de l'association. Pour ceux qui ne connaissent pas Christian Busser, il est pharmacien, ethnopharmacologue et surtout phytothérapeute. Il connaît les plantes du monde entier, de même que sa femme. Et c'est un peu de ça qu'il va nous parler aujourd'hui. Je l'ai connu par intermédiaire d'une maison d'édition dans laquelle je travaille. Et quand je lui ai demandé s'il accepte d'être membre fondateur de l'association, il a répondu oui. Ils ont répondu oui sans hésiter. Et ça a vraiment lancé une dynamique qui est là aujourd'hui. Et j'espère que la dynamique continuera. Et leur école de santé par les plantes, elle existe. Ils ne sont plus pharmaciens aujourd'hui. Ils sont tous les deux sur cette école de santé par les plantes qui n'existait pas à l'époque où on s'est connus. Voilà. Bon, bonne matinée, puis on se retrouve pour le déjeuner après. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, le Café Santé Nature a pour vocation de parler d'un certain nombre d'éléments qui sont à la jonction entre la santé et la nature. Je vais précisément vous parler aujourd'hui d'aromathérapie, avec en arrière-plan les plantes aromatiques, mais d'autre part la santé. Que peut-on faire avec l'aromathérapie aujourd'hui ? Alors j'ai intitulé cette conférence en parlant de la nuit des temps. Alors c'est vrai que l'utilisation des huiles essentielles est très ancienne. On a trouvé des tablettes sumériennes qui faisaient état d'utilisation d'alambic vers 3500 avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment très loin.
ça fait 5500 ans. Ce sont des alambics qui à l'époque étaient à feu nu. Aujourd'hui, on a des alambics à double foyer qui permettent d'éviter que le contenu qui se trouve dans la partie principale de l'alambic ne déborde de l'autre côté du chapiteau et soit donc mélangé avec d'autres liquides. Et ce qui m'a surpris également en relisant certains éléments de l'époque sumérienne ou de l'époque mésopotamienne, c'est qu'on a trouvé des tablettes qui datent de 2700-2800, qui datent de la 3e dynastie d'Our en Babylonie, donc dans l'Irak actuel, et qui faisaient état d'utilisation d'un certain nombre de plantes aromatiques, et parmi celles-ci, il y avait du cèdre. Alors, vous connaissez tous le cèdre, cet arbre magnifique. Alors il a été utilisé très tôt sous forme de fumigation, mais également dès cette époque, donc il y a 5000 ans, sous forme d'huile essentielle. Alors pourquoi? Comme beaucoup de conifères, tout simplement pour traiter des bronchites, pour assainir l'atmosphère. Alors comme on n'avait pas de diffuseur électrique à l'époque, hein, vous connaissez ces diffuseurs, j'en parlerai tout à l'heure, qu'on voit fleurir à l'heure actuelle, on utilisait tout simplement du fumigation. C'est-à-dire on faisait un feu avec des pierres chaudes et on brûlait ces plantes qui dégageaient donc l'huile essentielle et aseptisaient l'atmosphère. Donc c'était très utile en cas de bronchite, d'emphysème ou toutes sortes d'affections respiratoires. Aujourd'hui, le cèdre est plus utilisé pour d'autres raisons, plus actuelles, puisqu'il faut que les femmes répondent à des canons qu'on trouve dans les magazines modernes, qu'elles soient très fines, etc. Il se trouve que le cèdre est une plante pour traiter la cellulite en usage externe, et par voie interne, elle est très utile aussi pour agir sur la circulation lymphatique, donc faciliter la circulation dans les cas où on a besoin de lymphotonique. Il y a une seconde plante qui a été utilisée à l'époque, qui est le genévrier. Alors, le genévrier, vous le connaissez à travers la choucroute, vous le connaissez à travers de nombreux plats alsaciens tout à fait typiques, mais lui aussi a été utilisé déjà sous forme de fumigation ou d'huile essentielle il y a 5000 ans. Alors ce genévrier, on le retrouve aujourd'hui dans une boisson qu'on appelle le gin, qui est à base de genévrier, qui est diurétique, qui est tonique en même temps. Et cette plante est très connue depuis les temps immémoriaux comme plante antiseptique, là encore en fumigation. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que j'ai enquêté avec ma femme pendant une dizaine d'années dans le massif vosgien sur les pratiques qui avaient cours en médecine populaire. Donc j'ai enquêté auprès de centaines d'éleveurs ou d'agriculteurs de montagne, et vers le mois de février, dans le pays vosgien, et ça se fait encore dans certains villages, on pratique à l'occasion d'une petite fête, une fumigation de bois de genévrier. Vous pouvez imaginer un grand tas sur 1 ou 2 mètres de hauteur de bois de genévrier que l'on va brûler. On fait sortir volontairement les animaux des étables, même s'il y a 50 cm de neige, de façon à ce qu'ils traversent cette ambiance de fumigation, donc de genévrier. Et il y a un effet antiseptique, un effet antiparasitaire qui est bien connu, tellement connu qu'au moment de la dernière épidémie de variole en France, dans les années 1870, on faisait encore des feux de genévrier, comme on le faisait il y a 2000 ou 3000 ans, dans le hall d'entrée des hôpitaux de France, pour avoir cet effet antiseptique qui est donc bien connu et tout à fait validé par la science depuis très longtemps. C'est également une plante anti-inflammatoire, et aujourd'hui on a plus tendance à l'utiliser comme anti-rhumatismal par voie externe en friction. Mais c'est un usage qu'on connaissait déjà à l'époque également. Alors il y a une autre plante qu'on retrouve dans ces tablettes sumériennes qui est le cyprès. Le cyprès, c'est cet arbre qu'on voit souvent dans les cimetières ou alors dans des ensembles provençaux, auprès d'un mât typiquement provençal. Et c'est une plante qui est très connue pour agir sur des problèmes de circulation. Mais autrefois, et c'est un conifère encore une fois, on l'utilisait également en fumigation pour traiter des problèmes respiratoires. Aujourd'hui, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule et on l'utilise beaucoup pour des problèmes circulatoires plus que pour des problèmes respiratoires, mais également pour des problèmes d'adénome de la prostate. Et même pour des problèmes d'insuffisance digestive, insuffisance pancréatique. Là, c'est déjà des indications très, très pointues qui montrent que les choses peuvent évoluer dans le temps. Il y a une 4e plante aromatique qui était citée toujours dans ces tablettes sumériennes et qui est le myrte, plante typiquement provençale
et qu'on retrouve dans tout l'espace méditerranéen, c'est cet arbuste dont on se sert encore aujourd'hui en mettant par exemple une goutte sur un comprimé neutre pour traiter une toux d'irritation ou une toux grasse d'ailleurs, ce qui peut paraître contradictoire, mais on en reparlera, et pour diminuer donc cette envie de tousser par irritation. Mais autrefois, on s'en servait là encore en fumigation, également pour avoir un effet antiseptique sur l'atmosphère, et on s'en servait également très tôt pour ses vertus hormonales. Donc on voit qu'il y avait déjà des plantes connues à l'époque pour agir sur des difficultés hormonales, par exemple en cas d'aménorrhée, c'est-à-dire difficulté à faire revenir les règles après un phénomène, un traumatisme psychique par exemple, ou d'autres raisons. Aujourd'hui, on l'utilise aussi pour une autre raison. On voit de plus en plus d'hypothyroïdie. Vous savez, ce sont les gens qui sont obligés de prendre des comprimés comprenant des concentrés d'hormones thyroïdiennes pour relancer la fonction thyroïdienne. Et cette plante a également une action dans ce domaine-là, et on l'a utilisée depuis des siècles pour des personnes qui perdaient la moitié externe de leurs sourcils, ce qui est un des premiers signes justement de difficulté au niveau de la thyroïde. Donc vous voyez, indication très large. Alors on en est arrivé très vite à utiliser les alambics dans l'histoire, comme je le disais, puisque Sumer était connu déjà à l'époque pour avoir littéralement inventé les alambics. Les Égyptiens ne sont pas en reste, puisque eux aussi ont distillé très tôt, dans l'Ancien Empire déjà. Et l'alambic a donc été un outil qui permettait de fabriquer trois choses. D'une part, les parfums, et on sait qu'un certain nombre d'hommes politiques sont particulièrement sensibles aux parfums à l'heure actuelle. D'autre part, aux essences, et enfin aux huiles essentielles utilisées sous forme de médicaments. Alors, on peut distinguer effectivement essence et huile essentielle, tout simplement parce que quand on distille, on obtient une huile essentielle. Si je distille une feuille d'oranger, par exemple, j'obtiendrai l'huile essentielle de petit grain, qui est un des composants principaux de l'eau de Cologne. Si au contraire j'utilise de l'essence d'orange douce, il ne s'agit pas à proprement parler d'une distillation, mais plutôt d'une expression du zeste. Vous utilisez toutes, mesdames, le zeste en cuisine, et lorsque l'on appuie sur le zeste, vous avez des huiles essentielles qui giclent, qui sortent des poches sécrétrices, et qui permettent d'obtenir non pas une huile essentielle, mais une essence, qui est donc obtenue par expression. Bon, en général, on ne fait pas la différence. Quand on achète effectivement de l'orange sous cette forme, sous forme d'un petit flacon, on inscrit souvent huile essentielle, bien que ce soit obtenu par expression. Donc ça aussi, on le savait déjà, il y a 3000, 4000 ans, on savait déjà faire des essences de ce type-là. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai trouvé la trace aussi d'une parfumeuse qui s'appelait Tapouti, qui a vécu aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, qui était une grande spécialiste de l'utilisation, de la fabrication des parfums. On pourrait dire que c'était la première parfumeuse mentionnée dans l'histoire, et on se servait effectivement de l'utilisation des parfums, là encore pour agir sur les hormones. Toutes les femmes le savent bien. On peut avoir un effet aphrodisiaque en utilisant certaines huiles essentielles bien choisies, et tout simplement composer des parfums d'agrément qui sont soit stimulants, soit calmants, et qui vont agir sur différentes fonctions. Donc cette science est très ancienne, et on a commencé par utiliser les parfums bien avant d'utiliser les huiles essentielles en tant que médicaments. Alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en 2014, et comment en est-on arrivé progressivement là? Alors je vais continuer quelques éléments historiques. Il y a un livre qui est paru en Alsace aux alentours du début de la Renaissance, donc dans les années 1500, et qui s'appelle le Liber de Arte Destillandi, qui signifie le livre de l'art de distiller. Alors c'est un livre qui est magnifiquement illustré, avec énormément d'alambics qui sont dessinés de toutes formes, construits avec des briques, avec des pierres réfractaires, avec de la terre cuite.
et avec différentes formes de cols de cygne tout à fait intéressantes à voir. Ben, figurez-vous que ce livre s'est littéralement arraché en Alsace dans les années 1500. Il s'est vendu à des centaines d'exemplaires et nombreux étaient les agriculteurs ou les éleveurs, y compris en montagne, qui ont acheté ce livre et qui ont essayé de distiller chez eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont distillé? Mais tout ce qui bougeait. Alors ça allait depuis les escargots en passant par du quartz, des pierres précieuses, des animaux divers et des plantes, bien sûr, qu'elles soient aromatiques ou non. Et puis on s'est rendu compte assez vite que quand on distillait une mauve, par exemple, dont on peut faire une infusion en tant qu'expectorant, il n'y avait pas grand-chose qui sortait, ça paraissait pas très intéressant. Et puis 20 ou 30 années après, a commencé la vogue d'un autre best-seller alsacien, puisque Strasbourg était aussi la véritable capitale culturelle du Saint-Empire romain germanique à l'époque, et on a publié des livres sur les plantes qu'on appelle les Kräuterbücher. Kräuter, c'est le nom des plantes en allemand ou en alsacien de l'époque, et Bücher, c'est le livre. Donc les livres sur les plantes, publiés essentiellement à partir de 1520-1530, et là, on s'aperçoit qu'on avait fait le tri. Après 30 années d'expériences diverses et de distillation de toutes sortes de choses, et on a retenu donc les plantes aromatiques essentielles, celles qui donnent des éléments intéressants, donc sous forme d'huile essentielle, comme ici, qu'on peut utiliser effectivement en médecine. Alors un petit peu plus tard, il y a un autre personnage assez étrange, un médecin suédois. C'était en pleine guerre de 30 ans. Vous savez que l'Alsace a été envahie par les Suédois, qui ont massacré pratiquement la moitié de la population alsacienne dans des conditions souvent terribles. Et à cette époque, il y avait plusieurs partis en présence, dont le duc de Bourgogne. Et il se trouve qu'un médecin suédois qui avait une très grande connaissance des plantes est passé à l'ennemi. Il est passé aux troupes du duc Charles avec une formule qu'on pourrait qualifier de magique aujourd'hui, qu'on appelle maintenant en populaire l'élixir du suédois, le Schwedenbitter. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est une formule qui est très connue. Et cette formule était connue en Suède, comme elle était connue à Rome, un peu partout dans les empires ou les royaumes chrétiens, parce que c'est tout simplement à l'origine une formule romaine qui s'appelait Aloe Tinctura Composite, donc la formule ou la teinture d'aloe composée, qui a été créée il y a donc plus de 2000 ans. Et qui comportait déjà la plupart des composants actuels. Alors on a rajouté quelques éléments exotiques qui provenaient de Chine, d'Inde, on a rajouté du camphre aussi, bien qu'il ait déjà été connu à l'époque romaine. On a parfois doublé la dose de camphre. Pourquoi? Parce qu'on était en pleine guerre et il fallait que ce médecin qui passait à l'ennemi était sous surveillance. Il faut imaginer qu'on l'avait placé à la tête en tant que médecin militaire de plusieurs villages pour voir un peu comment il allait se comporter, s'il allait rester fidèle aux troupes françaises ou s'il allait repasser aux troupes suédoises. Il est resté fidèle et il a donc doublé la dose de camphre, entre autres, et puis rajouté quelques autres ingrédients mineurs. Et il fallait que cette formule puisse servir à la fois sur le terrain militaire en première ligne lorsqu'on avait des plaies de guerre, des plaies traumatiques, on commençait à utiliser des armes de guerre qui faisaient des blessures plus impressionnantes. Et puis il fallait également traiter des cas de diarrhée ou de dysenterie qui ne font pas bon ménage sur les champs de bataille. Vous pouvez imaginer, donc les soldats portaient sur eux cette petite fiole d'élixir dit du suédois, de façon à pouvoir traiter en usage externe des blessures de guerre, mais en usage interne quand on a buvait d'autres choses. Et c'était, on pourrait dire, l'ancêtre de l'aromathérapie, parce qu'elle était très riche en camphre, et le camphre, c'est l'ancêtre des huiles essentielles. Alors ça paraît surprenant, parce que quand on voit ce type de flacon, là j'ai en main une huile essentielle de marjolaine, c'est liquide. Le camphre est solide, on obtient une sorte de sublimé qu'on va redissoudre ensuite dans de l'alcool ou dans de l'huile. Et on a donc utilisé pendant des siècles le camphre, qui est un antiseptique parmi les plus puissants qui soient connus, qui est antiviral, qui est antibactérien, qui va agir sur les champignons microscopiques. Et ce camphre a donc été utilisé ultérieurement, comme on va le voir. Alors il y a ensuite un grand personnage, un homme politique qui a vécu
sous la Troisième République, déjà sous la Deuxième à l'époque de Napoléon III, qui s'appelle François-Vincent Raspail. Vous avez peut-être entendu parler, il a écrit différents livres très populaires, il s'est beaucoup intéressé à la médecine des pauvres et il a écrit pour eux. Il a essayé de leur trouver une documentation facile à utiliser pour eux. Bon, c'est un homme qui est né en 1794, donc en pleine tourmente révolutionnaire, et qui est mort sous la Troisième République en 1878. Et il a écrit un ouvrage, je regarde mes notes parce que je ne me rappelle plus du titre exact, c'est le Manuel de la santé, qui a été publié en 1842 et constamment réédité pendant des années jusqu'après la guerre de 14. Et cet ouvrage vante entre autres les propriétés du camphre. Là encore, c'est l'ancêtre de l'aromathérapie. C'était véritablement l'apôtre du camphre. Il le préconisait sous toutes les formes, aussi bien comme antiseptique. Alors, il a conseillé à l'époque, il travaillait d'ailleurs en lien avec un pharmacien avec lequel il s'est brouillé par la suite et qui a donné naissance à une pharmacie dite Raspail à Paris. Et il a préconisé l'utilisation d'huile camphrée. Et encore aujourd'hui, on peut l'utiliser. Supposons que vous connaissiez une personne dans votre entourage qui a subi une opération qui vise à remplacer une partie de l'articulation du genou par une prothèse artificielle. Le genou reste enflé pendant des semaines, pendant des mois. Bon, on peut appliquer à ce moment-là l'huile camphrée. C'est une huile qui contient jusqu'à 10% de camphre et qui va être anti-œdémateuse, c'est-à-dire qui permettra de diminuer l'œdème, donc l'inflammation. Autre formule, c'est l'alcool camphré. C'est de l'alcool qui contient aussi du camphre à une certaine dose, qui est toujours encore préparé par les pharmaciens, qui lui aussi est anti-inflammatoire. Donc, plante très intéressante qui est d'origine chinoise et qui se présente sous forme de plusieurs variétés. Alors, le plus connu, c'est ce qu'on appelle Cinnamomum camphora, donc le camphrier. Et il y a une variété qu'on appelle aujourd'hui le Ravinsara. Vous avez sûrement entendu parler de cette plante qui renforce les défenses immunitaires. On s'imagine que c'est une plante qui est d'origine malgache, ces grands arbres qui poussent dans ces forêts tropicales. En fait, à l'origine, c'est tout simplement un camphrier chinois, mais qui produit, à la place du camphre, qui produit d'autres composants d'huile essentielle, et en particulier de l'eucalyptol. Vous connaissez l'eucalyptol parce qu'on le trouve dans les eucalyptus, on en trouve là aussi, et beaucoup d'autres composants qui vont permettre de renforcer les défenses immunitaires. Alors le camphre a été utilisé également soit en fumigation, ça se faisait autrefois, ensuite en distillation, on en a placé dans des saturateurs également, bref, toutes sortes d'utilisations externes, mais internes dans certains cas également. Bon, là, ça peut être un petit peu dangereux à trop forte dose, mais on a un effet tonique sur le cœur et sur la respiration également. Alors je continue dans l'histoire, un petit peu plus tard, on arrive à un personnage qui s'appelle René Maurice Gattefossé. Alors c'était un parfumeur français qui fabriquait de nombreuses huiles essentielles pour les grands parfumeurs français et qui a publié en 1906 le guide pratique et formulaire du parfumeur moderne, donc en donnant beaucoup d'indications pratiques sur la manière de fabriquer des parfums, et qui lui aussi, c'est un ouvrage qui a été réédité pendant des dizaines d'années. Et en 1910, catastrophe, le jour de la naissance de son fils, il travaille dans son laboratoire et il subit une explosion dramatique qui le laisse avec une brûlure, enfin des brûlures sur une partie du corps au 3e degré. Il est traité par la médecine classique à l'époque sans aucun résultat, et à un moment donné, ne sachant plus quoi faire et risquant gros parce qu'il était atteint de gangrène gazeuse, donc il risquait la mort à très court terme, il a décidé de tenter le tout pour le tout en prenant un parfum. Quel était ce parfum, à votre avis? Avez-vous une idée? Quelle huile essentielle a-t-il utilisé? La lavande, effectivement. Il a utilisé de la lavande pure, à même la peau, aussi bien sur les endroits atteints de gangrène gazeuse que sur les endroits qui avaient du mal à cicatriser. Et miracle, en quelques jours, le miracle se produit. Il y a une action anti-inflammatoire, une action antiseptique, une action anti-brûlure qui s'installe, et il guérit très rapidement sous l'effet de la lavande. Et à ce moment-là, c'est une véritable conversion qui s'opère en lui. Il avait bien sûr entendu parler de quelques effets thérapeutiques, mais il n'y croyait qu'à moitié. C'était vraiment un parfumeur dans l'âme, très doué d'ailleurs dans ce domaine-là. Et il a commencé à lancer
l'aromathérapie telle qu'on la connaît, d'abord en inventant le terme d'aromathérapie, en se disant, voilà, on va lier la médecine à l'utilisation des huiles essentielles, et en vulgarisant, si vous voulez, l'effet antiseptique, l'effet anti-inflammatoire des huiles essentielles. Alors bien sûr, il va sans dire que l'huile essentielle de lavande est toujours utilisée aujourd'hui pour le traitement de brûlures, de coups de soleil, d'érythèmes divers, etc. Alors il y a un autre personnage qui intervient un petit peu plus tard, c'est un médecin militaire qui s'appelle le docteur Valnet. Alors ce médecin, j'ai d'ailleurs enquêté dans les villages où il a vécu. Il est né en Franche-Comté, une région où on a toujours utilisé largement les plantes médicinales. Alors c'est un homme qui est né en 1920 et qui est mort il n'y a pas très longtemps, en 1995. Et dans les années 50, il est nommé chirurgien d'une antenne chirurgicale au Tonkin. C'est donc en Indochine. Il participe à la guerre d'Indochine avec tout son cortège de blessés graves. Et un jour, n'ayant plus grand-chose à disposition en termes d'antiseptiques, d'anti-inflammatoires, etc., bon, il pratiquait des amputations avec des scies, comme on le faisait à l'époque, parfois à vif, quand on n'avait plus d'anesthésique à disposition. Et un jour, il a décidé d'utiliser de l'huile essentielle de lavande. Et là aussi, miracle, il s'est rendu compte que ses patients, donc blessés de guerre, avaient nettement moins de douleur et avaient surtout une cicatrisation très rapide après amputation et un effet anti-inflammatoire et antiseptique également qui évitait justement les suites post-opératoires tout à fait fabuleux. Alors rentré en France, il commence à publier et à parler largement là-dessus. La réaction de l'ordre des médecins ne se fait pas attendre. En 1971, il est radié de l'ordre des médecins qui ne supportaient pas ce genre de médication suite à la parution de son ouvrage Docteur Nature, où il disait tout simplement la vérité, mais la vérité à l'époque, étant donné qu'il était très en avance, faisait un petit peu mal. Et il a écrit ensuite 3 best-sellers. Le premier s'appelle Se guérir par les fruits et légumes, le deuxième s'appelle Phytothérapie, le troisième s'appelle Aromathérapie. Donc on est vraiment en plein dans le sujet. C'était un véritable naturopathe dans l'âme. Il l'a pratiqué lui-même en essayant de conseiller ses patients dans une hygiène de vie globale, en parlant d'alimentation, en parlant de mouvement, en parlant de psychologie également, qui sont les 3 piliers de la naturopathie. Et puis, en continuant dans l'histoire, il y a eu ensuite d'autres grands noms que je vais passer sous silence maintenant. J'en arrive à un ami, Shirley Price, qui est le meilleur spécialiste mondial de l'aromathérapie, que je connais très bien, avec qui j'ai travaillé, j'ai distillé avec lui également. Il a écrit Aromatherapy for Health Professionals, qui a été réédité de nombreuses fois. La dernière édition date de 2012. J'y ai participé également pour l'adaptation française. Et c'est le premier qui a classé les effets antibactériens, antiviraux des huiles essentielles à l'usage des médecins, des praticiens de santé, pour savoir ce que l'on peut en faire quand on est professionnel dans ce domaine-là. Je me sers moi-même également de ces tables. L'histoire continue parce qu'il y a une recherche permanente qui se poursuit dans le monde entier. Je participe également à une revue qui s'appelle Phytothérapie, qui est une revue scientifique universitaire qui donne de nombreuses indications à la fois sur la phytothérapie et sur l'aromathérapie, avec des résumés de recherches très pointus, par exemple l'utilisation d'une huile essentielle, d'une espèce de cèdre particulier qui pousse dans l'Atlas. Qu'en sait-on en matière d'usage populaire? Que dit la science? Sur quels germes agit cette huile essentielle? Donc, la science avance de ce côté-là. Donc on a à la fois des usages traditionnels très anciens, qui sont fabuleux puisqu'ils remontent à Sumer, comme je le disais tout à l'heure, et puis d'autres qui permettent de montrer qu'on peut aller très loin aujourd'hui dans ces données, comme je l'expliquerai tout à l'heure. Alors j'en arrive maintenant à notre époque, 2014. J'aurais envie d'intituler mon propos maintenant « Les aromathérapies », parce qu'il n'y a pas qu'une aromathérapie, il y a différentes manières de faire. Alors à la base, on va utiliser bien sûr des distillations à la vapeur d'eau, mais aussi des expressions, plus rarement des enfleurages, comme on le fait avec l'essence de rose. Dans les grandes lignes, l'enfleurage, c'est une méthode historique qu'on a utilisée par exemple dans la région de Dijon ou dans le sud de la France beaucoup plus,
où on utilisait des matières grasses sur lesquelles on plaçait délicatement des pétales de rose. Ces pétales de rose contiennent une essence qui est évidemment grasse et qui va par contact pénétrer dans la matière grasse qui est dessous. Et ensuite, on se débrouille avec des solvants divers pour retirer de la matière grasse l'essence de rose après avoir enlevé les pétales, et c'est ce qui permet d'utiliser des essences de rose pour des compositions parfumantes. Mais disons, dans les grandes lignes, je dirais que l'essentiel des huiles essentielles, telles que celle-ci, ça c'est une huile essentielle de pamplemousse qui est utilisée dans des addictions alimentaires en tant que coupe-faim par exemple, provient de la distillation. Ce qui est important également, c'est la qualité des plantes. Si elles sont bio, c'est évidemment mieux qu'une agriculture raisonnée en tant que matière première, parce qu'il peut y avoir des composants qui proviennent des méthodes agricoles modernes qui peuvent passer dans le distillat. Ça peut modifier un peu la composition chimique, donc il faut une bonne qualité de matière première à l'origine. Et il faut également, on l'oublie souvent, une bonne méthode de culture de la part de l'agriculteur, de façon à développer les arômes que l'on souhaite et à développer également l'apparition de certains principes chimiques dont on aura besoin en médecine par après. Alors, il y a une première méthode très simple d'aromathérapie qui est utilisable pour les enfants, parce que l'aromathérapie, on la classe souvent parmi les médecines douces. On parle de médecine non conventionnelle. En fait, médecine douce signifierait qu'on peut l'utiliser sans aucun problème, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'effet indésirable. Je vais vous choquer, mais c'est au contraire une médecine dure. C'est une médecine qui fait usage de principes actifs chimiques à 100% purs. Donc c'est de la chimie 100% pure, même si elle est d'origine naturelle, donc avec tout son cortège d'effets toxiques possibles. Il y a de nombreuses huiles essentielles qui sont toxiques pour le foie, toxiques pour les reins, toxiques pour la peau, caustiques, etc. Donc il faut faire attention dans l'utilisation et dans les doses. Alors pour éviter cela, pour les enfants, il y a une forme qu'on appelle les hydrolats. Alors il y a encore 30 ans, on jetait les hydrolats. C'était comme vous alliez voir un distillateur en Provence, ou quelqu'un qui travaillait pour les usines à parfum, il préparait son alambic. Alors j'ai moi-même distillé par exemple du romarin. Alors il faut imaginer une grande cuve, on va enfourcher à la fourche 200 kg de thym dans ce récipient, on met le chapiteau en place et on distille. Et vous avez à l'autre bout un récipient qu'on appelle un vase florentin, dans lequel va être distillée, donc sublimée, l'huile essentielle qui va être refroidie, si vous voulez, quand elle passe de l'autre côté de l'alambic. Et cette huile essentielle surnage, c'est-à-dire qu'elle est grasse et elle va surnager au-dessus de quoi? Au-dessus de ce qu'on appelle l'hydrolat. C'est donc une composition qui est plutôt aqueuse et qui contient certains principes volatiles. Alors la composition est assez différente de celle des huiles essentielles. Souvent on se dit que c'est des huiles essentielles diluées dans de l'eau. Pas tout à fait. C'est d'autres principes qui sont volatiles et qu'on retrouve dans cet hydrolat. Le résultat, c'est qu'on a quelque chose qui est moins riche en principes volatiles, qui n'est pas toxique, qui est facile à utiliser et qui n'est pas irritant quand on le prend en bouche. Donc ça peut être utilisé même à la cuillère à café. Si vous avez un enfant qui est nerveux par exemple et que vous voulez le calmer sans lui donner de l'huile essentielle de lavande par voie orale, vous pouvez lui donner une demi-cuillère à café d'hydrolat de lavande. C'est beaucoup plus doux comme méthode. Ça se conserve un peu plus difficilement, pas au-delà d'un an, mais c'est une méthode intéressante. Alors ensuite, il y a ce que j'appellerais l'aromathérapie familiale à la provençale. Alors c'est les Provençaux qui n'utilisent qu'une huile essentielle, la lavande, pour tout, alors que ce soit comme antiseptique, en cas de rhume, en cas de règles douloureuses, pour des problèmes de rhumatisme, etc. Bon, c'est vrai que c'est une des grandes huiles essentielles polyvalentes qu'on peut utiliser pour plein de choses, depuis le bébé jusqu'au vieillard nerveux et impatient. Alors il y a aussi ce que j'appellerais l'aromathérapie familiale ou populaire à la chinoise. Alors vous avez peut-être entendu parler de mélanges qu'on appelle en Chine po, par exemple, qui est à base de camphre, de menthe, d'eucalyptus, de girofle, donc de principes actifs très toniques et qu'on peut utiliser pour tout. Alors aussi bien en friction externe pour les problèmes de rhumatisme, en friction sur les bronches en cas de bronchite, pour certains problèmes de peau un peu plus prudemment également.
on peut l'utiliser, pardon. C'est pas ce qu'on appelle le baume du tigre, c'est un peu... Oui, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le pot est une préparation liquide et le baume du tigre est une préparation en pommade. Mais la composition est très voisine. Hein. C'est presque la même chose. C'est vrai que dans les deux cas, on peut s'en servir comme inhalation. Hein. On peut respirer le flacon de pot en le mettant directement sous le nez, comme on peut mettre délicatement un petit peu de baume du tigre, soit dans les narines, ça irrite un peu, soit sur les ailes du nez, ou alors sur un mouchoir en respirant tout simplement. Donc sur les formules voisines, typiquement chinoises, il y a des marques françaises d'ailleurs qui ont développé ce type de formules, qui sont des formules à tout faire, tout à fait efficaces. Et on arrive maintenant à l'aromathérapie familiale, avec tout son cortège d'usages externes. Donc là, on est vraiment en 2014. Donc on peut utiliser ces huiles essentielles sous forme de bain. Kneipp a été un peu un précurseur dans ce domaine-là, sous forme de massage. Bien des kinésithérapeutes utilisent effectivement des huiles essentielles sous forme de composition massante, intéressante, en hydrothérapie également. Quand vous allez en centre thermal, en thalassothérapie, en cure thermale, on utilise aussi très largement les huiles essentielles maintenant. On peut pratiquer des diffusions aussi avec des diffuseurs d'ambiance. Alors là aussi, il existe de nombreux diffuseurs électriques pour la plupart qui soit vont pulser littéralement l'huile essentielle avec un petit peu d'eau de façon à réhumidifier l'atmosphère. Vous en avez d'autres qui sont plus simples. Le plus simple, c'est celui qui avait été créé par le docteur Valnet, qui a écrit Docteur Nature, dont je parlais tout à l'heure, et qui consiste simplement en une capsule de porcelaine qui contient une résistance et on chauffe légèrement à 40-45 degrés. Alors souvent j'entends dire oui mais c'est pas bon de chauffer les huiles essentielles, mais ça ne pose aucun problème puisque de toute façon quand on les distille on a chauffé à 100 degrés. Donc si on rechauffe à 40 degrés, ça ne va absolument pas gêner ou détruire quoi que ce soit. Et donc on obtient une diffusion légère sans avoir besoin de vaporiser si vous voulez dans l'atmosphère. Et puis ensuite, il existe également des utilisations en gargarisme. Si vous avez mal à la gorge, un moyen très simple d'ôter la douleur et surtout d'avoir un effet antiseptique sur le fond de la gorge, c'est de mettre une goutte d'huile essentielle de sauge sclarée dans un verre d'eau. Vous mélangez régulièrement et puis vous gargarisez. Seule précaution à prendre dans ces cas-là, c'est que comme l'huile essentielle a tendance à surnager, chaque fois que vous en reprenez, si vous en reprenez une demi-heure après, l'huile essentielle surnage à nouveau, il faut prendre soin de bien la mélanger de façon à ne pas avoir l'huile essentielle pure au contact avec la gorge qui pourrait un petit peu irriter, étant donné qu'elle est déjà irritée. Et puis ensuite, il y a des formes modernes. Il existe maintenant des patchs, il y a des sticks, des roll-on. Par exemple, si vous souffrez d'un herpès, on peut trouver actuellement en pharmacie ou en magasin bio des roll-on ou des sticks que vous pouvez utiliser directement sur les lèvres et qui sont à base d'huile essentielle très irritante comme la cannelle qui est considérée comme dermocaustique. Alors on me dirait mais c'est complètement fou d'utiliser des huiles tellement irritantes à même non pas seulement la peau mais même la muqueuse qui est encore plus sensible. Alors oui, mais il se trouve qu'on a découvert depuis 4 ou 5 000 ans une technique extrêmement intéressante qu'on appelle la technique des potentialisations ou des synergies. Alors en clair, ça consiste à utiliser plusieurs plantes ou plusieurs huiles essentielles en même temps, de façon à pouvoir diminuer les doses. Je vais donner une comparaison. J'ai rencontré autrefois des alchimistes, des forgerons, et ces gens-là, ou les chimistes, ont des techniques, dans le domaine de la poterie par exemple, qui consistent, lorsqu'on a un métal qu'on veut faire fondre, mettons l'or, de rajouter un deuxième métal, puis un troisième métal, et lorsqu'on a ces métaux ensemble en fusion, on arrive à diminuer le point de fusion. Vous voyez un peu le processus, c'est-à-dire quand on mélange plusieurs choses, on a des propriétés qui sont différentes et on peut diminuer en même temps les doses. Et en médecine, c'est pareil. Donc on a une très très longue expérience qui a été développée par les apothicaires de tous les temps, depuis l'époque romaine bien sûr, parce que c'était un peu l'âge d'or des apothicaires dans l'Empire romain, qui permettait d'utiliser 2 ou 3 huiles essentielles ou 2 ou 3 plantes en même temps pour diminuer les doses et avoir une meilleure efficacité. Donc là, si je reprends l'exemple de l'herpès, la cannelle, c'est vrai que c'est un fabuleux antiviral. Donc là, on va détruire les virus de l'herpès, ça c'est certain. Mais en même temps, on risque d'irriter la peau. Alors on a tout simplement rajouté
des huiles essentielles qui sont calmantes, telles que de la camomille dans certaines formules, de la lavande dans d'autres, du géranium dans une troisième formule. Bon, bref, il y a des centaines de formules, de synergies possibles, et ça, c'est vraiment tout l'art du médecin ou du pharmacien que d'arriver à concevoir justement des synergies selon soit des données antiques, soit des données modernes. Alors, on en arrive maintenant à une aromathérapie non plus familiale mais professionnelle. Alors là encore, on peut utiliser cette aromathérapie sous forme externe. Alors j'ai formé à plusieurs reprises des personnes qui travaillent, kinés, infirmières, préparateurs en pharmacie en milieu hospitalier. Et je les ai aidés à concevoir des formules pour certains profils de patients, pour des algodystrophies par exemple, des fibromyalgies, des douleurs rhumatismales diverses, des problèmes de canal carpien, des problèmes de sciatique. Là encore, on va se servir des données acquises depuis longtemps sur ces fameuses synergies, ce qui fait que bien des kinésithérapeutes, des ostéopathes aussi peuvent utiliser ce type de formules ou en créer à partir du moment où ils ont été formés dans ce domaine-là. Alors il y a quand même un mais, c'est que autant si l'on veut apprendre à concevoir soi-même des tisanes, on peut acheter des livres écrits par des pharmaciens, des herboristes qui vous apprendront à concevoir des tisanes. Par contre, si vous voulez vous-même développer l'aromathérapie, ou même un médecin, il est vraiment impératif de suivre une formation dans ce domaine de façon à ne pas faire de bêtises, de ne pas créer d'intoxication, de ne pas irriter la peau ou la muqueuse, de ne pas modifier un profil de terrain, parce que beaucoup d'huiles essentielles ont une action hormonale également, donc on peut littéralement dérégler, si vous voulez, entre guillemets, le profil hormonal d'une personne, donc ça nécessite quand même des connaissances un petit peu plus approfondies. Alors, cette aromathérapie pour les professionnels de la santé est maintenant assez avancée. Il y a quelques médecins, ils ne sont pas très nombreux, qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Alors, en lien avec l'aromathérapie, on peut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce qu'on peut utiliser une huile essentielle pure ? Alors aujourd'hui, plus du tout. Autant il y a 20 ans ou 30 ans, on n'hésitait pas à utiliser de l'huile essentielle de lavande pure sur la peau. Mais à l'époque, il y avait quelques milliers de personnes en France qui connaissaient l'aromathérapie dans les années 70. Ça ne posait pas de problème. C'était des gens compétents, tandis que maintenant, ce sont des millions qui s'intéressent à l'aromathérapie. Le risque est augmenté. Il y a de plus en plus de risques d'allergie. Et donc, on conseille systématiquement de toujours diluer une huile essentielle avant de l'utiliser en usage externe, même l'huile essentielle de lavande. Alors, bien sûr, on va se demander, mais quelle huile va-t-on utiliser ? Est-ce que c'est de l'huile d'argan ? Est-ce que c'est de l'huile d'olive ? Est-ce que c'est de l'huile d'amande douce ? Alors là encore, il y a de nombreuses données qui indiquent que, par exemple, si on a des problèmes circulatoires, on a l'huile de macadamia qui va être utile. Si c'est un problème de peau, ça va être une autre. Si c'est un problème d'asthme, ça va être encore une autre huile. Donc, il y a toute une science qui s'est attachée également. Alors, moi-même, j'ai exercé pendant une dizaine d'années à la tête d'un laboratoire qui faisait de la phytothérapie, qui faisait des compositions parfumantes également. Donc, j'ai formulé moi-même de nombreux produits cosmétiques et on disposait d'un secret, c'était de savoir comment concevoir une formule cosmétique avec des huiles essentielles qui servent à la fois d'antiseptiques, qui servent à la fois de parfum et qui donnent en même temps des propriétés thérapeutiques à la formule si besoin. Donc on sait comment faire. Et au niveau des huiles, ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose de tables qui permettent de dire, bon, si on veut que l'huile essentielle reste sur la peau pendant 5 ou 10 minutes et pénètre seulement après, on va utiliser telle huile. Si au contraire on veut qu'elle pénètre très rapidement, on va pénètre très rapidement dans la circulation sanguine pour un cas de bronchite, on va utiliser une autre huile. Si on veut éviter que l'huile ne tâche pour avoir des huiles qualifiées de sèches, on va encore utiliser des huiles différentes. Si on veut des propriétés thérapeutiques, on utilisera encore une autre huile. Donc il y a aussi beaucoup de connaissances dans ce domaine-là qui permettent de bien concevoir une formule huile végétale avec une huile essentielle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les voies d'administration. C'est toute une branche de la pharmacie qu'on appelle la pharmacie galénique. Ça vient de Galien, qui est un médecin et pharmacien romain, médecin militaire encore une fois, qui a travaillé autour de l'empereur Néron,
et qui a bien développé, puisqu'il était médecin, mais en même temps il préparait lui-même les médicaments. Et aujourd'hui on parlerait d'exercice illégal de la pharmacie pour un médecin, mais à l'époque c'était relativement courant. Et donc il préparait lui aussi des formules synergiques tout à fait intéressantes. Et aujourd'hui on a retenu le terme parce que quand on parle de pharmacie galénique, c'est la description des différentes voies d'administration. Comment est-ce qu'on prépare une pommade, une crème, un extrait fluide, un mélange huile dans eau, huile essentielle dans de l'eau avec des émulsifiants, etc. Donc comment est-ce qu'on prépare les formes modernes qui permettent d'utiliser l'huile essentielle? C'est en fait ça. Après, je vais vous dire quelques mots des réglementations actuelles sur les huiles essentielles. En fait, il y en a 3. Disons en gros, tout un chacun peut utiliser des huiles essentielles assez librement. Il y en a près de 100 à 150 qui sont en vente libre à l'heure actuelle. Il faut essentiellement qu'elles respectent des normes AFNOR en France et qu'il y ait un minimum de traçabilité. Ça, c'est pour les huiles essentielles les plus courantes. Après, il y a un cas particulier. Il y en a certaines qui sont réservées aux médecins et aux pharmaciens, essentiellement parce qu'elles sont abortives, elles peuvent provoquer des avortements, qu'elles peuvent provoquer des cas d'épilepsie, qu'elles sont neurotoxiques, toxiques pour le système nerveux. Il y en a une qui était très courante autrefois, c'était l'huile essentielle de sauge, la sauge officinale, plante absolument fabuleuse, une véritable panacée en Occident. Mais quand on l'utilise mal sous forme d'huile essentielle, elle peut provoquer effectivement des crises de convulsions avec des dégâts au niveau cérébral assez graves. Et donc elle est réservée à la prescription par les médecins. Mais on dispose par contre l'huile essentielle de sauge sclarée, qui n'est pas toxique, du moins aux doses normales, on peut donc l'utiliser plus facilement. Donc il y a une partie d'huile essentielle qui sont franchement toxiques et qui peuvent être utilisées néanmoins par le corps médical dans certains cas. Et alors il y a une troisième catégorie, c'est les huiles essentielles utilisées pour les pastis, etc. Donc qui sont réservées aux liquoristes. Donc ils ont cherché à garder un monopole, donc l'huile essentielle d'anis n'est pas en vente libre parce qu'ils ont cherché à la garder pour eux. Sinon, pour le reste, c'est libre, même si cela peut poser problème, parce que tant que nous avions une pharmacie à Aubernais avec ma femme, on voyait de temps en temps des personnes qui revenaient avec des brûlures de l'œsophage par exemple, pas des intoxications, mais disons quelques problèmes de foie par exemple, parce qu'ils avaient abusé de certaines huiles essentielles, ils les avaient utilisées mal dosées, ou dans des mélanges inadéquats, ou trop longtemps. Donc il faut faire attention de ce côté-là, et c'est ce qui fait que quand on donne des cours sur les huiles essentielles, il y a des aspects très intéressants, dans le sens où les huiles essentielles sont dites agir sur des centres d'énergie, comme on en parle dans le sens de la médecine chinoise, les chakras. Donc en gros, quand on a une personne qui par exemple stresse facilement en ayant une sensation d'oppression au niveau de la poitrine, ça vous est sûrement arrivé de ressentir ce genre de choses en cas de trac, il y a des huiles essentielles qui peuvent aider dans ces cas-là et qu'on peut utiliser précisément à des endroits un peu stratégiques, un peu comme sur des points d'acupuncture, si vous voulez. Donc c'est une manière de faire. L'autre manière est plus scientifique, et les deux se rejoignent tout à fait, c'est qu'on peut classer les huiles essentielles en fonction des données chimiques, c'est-à-dire est-ce qu'elles contiennent de l'acétate de linalyle, ou du linalol, ou du thymol pour le teint, et qu'est-ce que ça signifie quand on trouve ces principes actifs. Donc tout est enseigné, si vous voulez, quand il y a des cours d'aromathérapie, aussi bien des données scientifiques que des données plus, disons, New Age, entre guillemets. Que peut-on penser de ceci ou de cela? Donc faire vraiment le point sur tous ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on peut valider? Qu'est-ce qui est valable? Qu'est-ce qui est un peu tiré par les cheveux? Par exemple, quand je parlais de médecine ayurvédique, je connais beaucoup de choses sur la médecine ayurvédique, surtout en tant qu'ethnologue, parce que j'enseigne également l'ethnomédecine dans différentes universités. Donc c'est la manière de se soigner dans différentes médecines du monde, aussi bien dans l'histoire qu'actuellement encore chez des peuples premiers, où j'aime bien voyager auprès d'eux, ils remettent vraiment les pendules à l'heure, on vit vraiment dans le moment présent avec eux. Et justement, quand on regarde ce qu'on fait dans les médecines du monde, on s'aperçoit que là aussi, il y a de nombreuses médecines différentes, et c'est intéressant de voir comment on pratique la médecine ayurvédique. Il se trouve qu'on a utilisé des plantes, mais on n'a quasiment jamais utilisé des huiles essentielles.
Donc ça, c'est un côté vraiment New Age, c'est-à-dire qu'on a il y a un certain nombre d'auteurs qui ont dit qu'on pouvait agir sur certains centres d'énergie ou des points d'acupuncture, comme le faisaient les anciens Indiens. C'est complètement faux. On peut extrapoler, on peut dire effectivement que sur un point d'acupuncture, une huile essentielle serait intéressant, mais on ne peut pas dire que les anciens Chinois, par exemple, pratiquaient ce genre de méthode il y a 2 ou 3 000 ans. Donc là aussi, c'est intéressant de remettre les choses au juste, de dire ce qui est vrai, quitte à faire des extrapolations intéressantes par après, mais... alors ensuite, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. On peut par exemple, supposons qu'on ait une bonne bronchite avec une forte fièvre, on tousse très fort, on peut très bien utiliser dans un premier temps 3 cuillerées à soupe, c'est un peu la dose standard de nombreux sirops. On peut prendre un sirop à base de propolis, qui sera très utile pour calmer l'irritation de la gorge, pour avoir un effet antiseptique également, et rajouter à cette cuillère à soupe une goutte d'huile essentielle de laurier. Vous connaissez le laurier sauce qu'on utilise en cuisine. C'est une huile essentielle très polyvalente, extrêmement utile comme antiseptique, et c'est une bonne huile essentielle à la fois pour les taux d'irritation et les taux grasses. Donc ça va se mélanger, puis on aura à la fois l'effet des plantes et l'effet de l'huile essentielle. Alors ça, c'est vraiment l'idéal, parce que quand on n'utilise que l'aromathérapie, que les huiles essentielles, c'est un peu comme si en cuisine, on décidait de n'utiliser que des pâtes sans jamais utiliser de fruits et de légumes. Vous voyez, on se coupe de quelque chose. Et moi, je suis vraiment pour le développement de médecine non conventionnelle, de médecine douce, transversale, c'est-à-dire utiliser, quand il le faut, des plantes à la fois pour favoriser un drainage, de meilleures éliminations, et en même temps l'huile essentielle. Mais le fait de n'utiliser que des huiles essentielles dans une thérapie, je vais peut-être vous choquer un peu, mais pour moi c'est un peu une hérésie, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment un petit bout des possibilités des huiles essentielles. C'est intéressant, on aura forcément des résultats pour un effet antiseptique, mais c'est un peu dommage de se couper de nombreuses possibilités qu'offrent les plantes par ailleurs. Donc c'est un premier moyen. Un deuxième moyen, c'est d'utiliser une huile, par exemple à 4 ou 5% d'huile essentielle d'Eucalyptus globulus, qui est très adaptée pour les bronchites, pour les poumons, et qu'on va utiliser sur les bronches, devant et derrière. Et ensuite, troisièmement, on va pouvoir diffuser des huiles essentielles. Alors si c'est une personne qui souffre de bronchite, mais en même temps d'un problème de rhinopharyngite, de nez, ben, on va plutôt diffuser de l'Eucalyptus radiata, qui est plus intéressant pour la sphère ORL. Et ensuite, si malgré tout ça ne suffit pas, si l'infection est importante, qu'il faudrait passer aux antibiotiques, mais on est juste dans un état limite, on peut proposer éventuellement, mais ça sera au médecin, au pharmacien, donc à un vrai professionnel de la santé de le proposer, par voie orale, une huile essentielle de thym à thymol. Alors l'inconvénient, c'est que cette huile essentielle est extrêmement active, elle a un effet antibactérien très puissant, même sur les pneumocoques qui provoquent les pneumonies, mais elle est hépatotoxique, elle est donc toxique pour le foie. Donc si je l'utilise pendant 1 mois d'affilée, je vais avoir quelques problèmes digestifs. Donc on peut l'utiliser pendant 48 heures ou 3-4 jours à forte dose, mais pas au-delà. Donc ça va être le rôle du professionnel de santé, justement, de savoir à quelle dose, combien de temps, en fonction du patient qu'il a en face de lui, pour essayer de coordonner tout cela. Pareil pour le système nerveux. Supposons qu'on ait affaire à quelqu'un de particulièrement stressé, qui est proche du burn-out. On peut lui proposer des plantes intéressantes, par exemple de l'aubépine s'il souffre de palpitations, du magnésium bien sûr. La plupart des stressés éliminent le magnésium par voie urinaire, et donc le fait de ne pas prendre de magnésium auto-entretient ces phénomènes de stress. Et en huile essentielle, on peut aussi diffuser dans l'atmosphère, par exemple quand le stressé rentre à la maison, diffuser de l'huile essentielle d'orange, qui donne un parfum tout à fait agréable, qui est relaxant et qui est réellement calmant sur le plan physiologique. On peut diffuser pour les femmes ou les personnes qui aiment bien les parfums de ylang-ylang. On peut diffuser de l'huile essentielle de mandarine. On peut utiliser le long de la colonne vertébrale à certains endroits stratégiques
subissent l'influence du système sympathique. On peut utiliser de l'huile essentielle de lavande, là aussi pour calmer, et cette huile essentielle de lavande va pénétrer ensuite à l'intérieur du corps. Donc c'est comme si on avait utilisé par voie interne dans ce cas-là. Donc on va jouer un peu sur l'utilisation par voie orale et par voie externe. Alors autre exemple, à un moment donné avec ma femme, nous avions ma belle-mère que j'aimais beaucoup, qui est décédée maintenant, et qui avait un petit peu de problème d'équilibre. Et à un moment donné, nous avions un lapin nain, et elle était tombée tête en arrière sur une cage à lapin, et puis elle avait un véritable œuf de pigeon. C'était pas bien grave, ça saignait beaucoup, c'est toujours spectaculaire, mais elle avait une bonne contusion. Et j'avais de l'huile essentielle d'hélicryse sous la main. Alors dans ce cas-là, habituellement on ne le fait pas. J'ai littéralement versé une partie du contenu de l'huile essentielle d'hélicryse directement sur sa tête, et l'effet était spectaculaire. Dans la demi-heure, sa tête a repris sa forme normale, on ne voyait plus du tout de bosse. Alors évidemment, en tant que pharmacien au comptoir, j'aurais jamais conseillé de cette façon-là. J'aurais dit qu'il faut absolument le diluer dans une huile. Mais vous savez, dans les cas d'urgence, on essaie de réagir rapidement. Et en tout cas, ça fait son effet. Alors ça montre que c'est une excellente huile essentielle dans des cas de pleu, de contusion, si vous avez des enfants. Mais l'idéal, c'est de la diluer dans une huile. Et là encore, dans quelle huile de préférence? Autant que possible, utiliser l'huile à l'arnica, qui elle aussi agit sur les bleus. Donc on va doubler l'effet. Et là, vous voyez, encore une fois, on va jouer sur la synergie phytothérapie et aromathérapie, ce qui est vraiment l'idéal, c'est-à-dire d'agir sur les deux. Excusez-moi. Oui. C'est l'huile, parce que je ne connais pas du tout, l'huile essentielle d'hélicryse, qu'on peut appeler immortelle aussi. Ah, l'immortel. Voilà, c'est l'immortel, c'est la même chose. Alors l'hélicryse s'écrit H-E-L-Y, qui vient du grec hélios, plante solaire par excellence, et chrysos, C-H-R-Y-S-E, qui signifie or en grec. Donc la plante solaire de couleur or, si vous voulez. Donc une immortelle jaune qui a une odeur de curry tout à fait délicieuse et qui est vraiment remarquable dans les cas de contusion. Alors on pourrait parler de bien d'autres choses, mais je vais laisser la place aux questions tout à l'heure, de soins palliatifs, où là aussi j'ai formé des spécialistes dans ce domaine-là, l'obésité, les coupes-fins, des approches plus énergétiques en rapport par exemple avec la colorthérapie, l'utilisation de couleurs en relation avec tel ou tel problème que l'on veut traiter ou telle huile essentielle, les sons également. Il existe même des spas à l'heure actuelle, des centres thermaux, des centres de bien-être où on utilise ce genre de technique, où on fait la jonction entre les huiles essentielles, les couleurs et les sons. Il y a également une thérapie assez intéressante qui est la thérapie par l'olfaction ou olfactothérapie. C'est une méthode très ancienne qui est déjà utilisée vraisemblablement dans des temples égyptiens, où on mettait des malades ou des personnes souffrantes à respirer une huile essentielle, soit sous forme de fumigation, on fumait sur des charbons ardents, ou alors sous forme d'huile essentielle. Et vous avez sûrement déjà fait l'expérience, quand on distille de la vanille, bon, il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui diront « je déteste la vanille, je ne supporte pas », ou « je ne supporte pas la lavande ». Ça a une signification qu'on peut décrypter, si vous voulez, qui est lié soit à l'inconscient collectif, soit à quelque chose de plus personnel, parce que vous avez eu dans la petite enfance un vécu désagréable. Vous savez que beaucoup de crèmes pour la petite enfance, bon, je vais passer les marques qui sont bien connues, utilisent la vanille ou utilisent d'autres parfums qui sont bien connus pour les enfants. Puis il y a des personnes qui apprécient encore hautement, ils ont l'impression de se retrouver dans un cocon familial, et d'autres qui ne supportent absolument plus de retrouver. Ou par exemple, il y a des personnes qui, en tant que parfum, ne supportent pas l'ilang-ilang, ou qui ne supportent pas le patchouli, on voit ça. Donc c'est intéressant, lorsque l'on fait respirer quelqu'un qui a quelques difficultés psychologiques, on lui fait respirer différentes huiles essentielles, on voit ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, et ensuite, étant donné qu'il y a des souvenirs parfois très anciens qui remontent à la conscience, essayer de les décrypter, de faire un travail psychique ou psychologique sur ces éléments, c'est tout à fait intéressant. Il y a aussi tout ce qui est lié à des phénomènes de dépendance, des phénomènes d'anorexie, des phénomènes de deuil, etc. Alors, je vais vous proposer de m'arrêter là,
et puis de laisser la place aux questions. Et je vous remercie de votre attention en attendant. Pour les questions, vous allez vous servir du micro parce que tout est enregistré. Donc il faut être patient. Je vous passe le micro. Ensuite, on va le rendre à notre ami qui va vous répondre. En ce qui concerne les fleurs de bac, Oui. j'aimerais entendre un petit peu comment... On utilise. Oui, et puis qu'est-ce que c'est exactement? D'accord. Alors, Les fleurs de... vous allez essayer d'être comme des pros. Vous avez vu à la télévision quand ils ont le micro, ils parlent dans le micro. Hein, c'est important. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on peut faire un travail sur les émotions avec les huiles essentielles. Alors il y a une technique qui est beaucoup plus connue encore pour agir sur les émotions. Et ma femme a d'ailleurs écrit un livre très, très pratique sur les fleurs de Bach avec de nombreux exemples pratiques qu'elle a vécu justement en consultation sur les fleurs de Bach. Alors qui partent aussi bien de cas dramatiques, des histoires de viol, que des cas beaucoup plus légers de stress ordinaire. Il y avait un médecin anglais qui s'appelle le docteur Bach, qui a vécu dans les années 30 et qui s'intéressait beaucoup à une méthode de connaissance des plantes qu'on appelle la théorie des signatures. C'est une méthode, on pourrait dire chamanique, qu'utilisent toujours encore les chamans et qui a été utilisée depuis plusieurs millénaires, y compris ici en Alsace, pour découvrir les propriétés des plantes, qui passe tout simplement par une observation, une forme de méditation devant la plante, essayer de décrypter sa gestuelle. Que veut dire la plante en fait, hein. C'est vrai qu'une lavande n'a pas la même dynamique qu'un chêne par exemple, ou qu'une fleur d'orme. Bon, il y a des expressions différentes, comme quand on voit un individu. Et ce médecin, qui était un médecin qui a travaillé en tant que microbiologiste connu sur le plan international, il avait une réputation mondiale. À un moment donné, il s'est dit, c'est intéressant ce que je fais, mais je sens qu'il y aurait des techniques intéressantes à développer partant de la nature. Puis à un moment donné, il a quitté son cabinet très riche à Londres, et il s'est installé dans la campagne, à 80 km au sud de Londres, et il a commencé à faire des expériences en utilisant des fleurs qu'il diluait un peu à la manière homéopathique, en les proposant à différents patients qu'il avait autour de lui. Et il s'est aperçu que les unes traitaient des émotions telles que des peurs, des angoisses, angoisse du genre peur précise, ou au contraire angoisse du genre qu'est-ce qui va encore me tomber dessus ce matin, donc une appréhension plutôt vague, ou au contraire des impressions de découragement, ou le fait d'avoir un petit vélo qui tourne dans la tête avec des pensées obsessionnelles, comment arriver à s'en débarrasser, ou au contraire avoir un comportement de mère poule en caricaturant. Que peut-on faire justement pour ne pas se faire trop de soucis par rapport aux autres. Donc c'est un moyen qui consiste à utiliser au départ les 38 fleurs qu'a découvert Bach pour agir sur les émotions. Alors ça se prend comment? Sous forme de petits flacons de ce type-là, qui sont donc dilués un peu à la manière homéopathique, comme des dilutions basses, et que l'on va prendre à raison de plusieurs gouttes par jour. Et là, ce qui est très curieux, c'est que quand on prend ces gouttes, on s'aperçoit qu'en connaissant en psychologie sous le nom de pattern, on s'aperçoit qu'on vit depuis l'enfance avec des mécanismes de fonctionnement automatique. Par exemple, des gens qui ont un sens du devoir excessif, ou des gens qui ne peuvent pas jeter parce qu'ils ont vécu la guerre, ou des gens qui fonctionnent toujours de la même façon, répètent toujours le même schéma lorsqu'ils sont stressés ou lorsqu'ils sont agressés. Et donc on arrive, lorsqu'on prend des fleurs de Bach de ce type-là, et nous les avons expérimentées tous deux pendant des années dans notre pharmacie, ça paraît assez surprenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière, si vous voulez, comme dans l'homéopathie, et pourtant ça fonctionne. On s'aperçoit qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, tout se passe comme s'il y avait une voix intérieure qui se réveillait et qui disait « Bon, tu as fonctionné comme ça pendant 30, 40, 70 ans, il y a une autre manière de réagir par rapport à ce que tu vis. » Autrement dit, on a le nez dans l'écran et à un moment donné, on prend du recul, on voit les choses avec distance et on s'aperçoit qu'on a la force intérieure pour changer de comportement et on change réellement.
C'est un peu ça, les fleurs de Bach. Je résume un peu, mais c'est ça les grandes lignes, si vous voulez, de l'action des fleurs de Bach. Donc c'est tout à fait complémentaire, aussi bien de l'aromathérapie, de l'homéopathie. On peut les utiliser de concert. Et dans ma pratique en tant que naturopathe, bon, je suis surtout formateur, puisque j'ai créé une école, l'école Planta Santé, qui fait des formations dans tous azimuts. Mais quand je reçois des patients, j'utilise tous les moyens à ma disposition. Et pour un tel, j'utiliserai par exemple plutôt l'homéopathie, pour un autre plutôt les fleurs de Bach, ou alors tel ou tel moyen en fonction de ce que je ressens de la personne. Oui, pardon, quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que vous faites une part à la psychologie des gens, dans le sens où, imaginons que je voudrais donner les fleurs de Bach à quelqu'un qui est réticent et qui n'y croit pas du tout, ou même d'autres choses concernant, et qui vraiment dit je ne crois pas, etc., etc. Est-ce que c'est un élément important pour vous dans la... Alors, je vais vous répondre par une expérience qu'avait menée un des professeurs de la faculté de pharmacie de Strasbourg dans les années 1930. Il avait entendu parler de l'homéopathie. On lui avait dit que si on utilise de l'arsenic à forte dose, on peut traiter des anxiétés, des diarrhées importantes, etc. Et il s'est dit, c'est assez curieux, parce que si je le dilue à la 12e CH, on passe ce qu'on appelle en physique le nombre d'Avogadro, il n'y a plus de matière, il n'y a plus aucune molécule de départ, il n'y a plus que de l'eau. Comment est-ce que ça peut encore agir à ce niveau-là? Et il a fait l'expérience suivante, il s'est dit, bon, l'arsenic est toxique et mortel, hein, on soupçonne même les Anglais d'avoir empoisonné Napoléon à l'arsenic, et il a tout simplement cultivé des plantes, je ne sais plus quelles plantes, qu'il a intoxiquées à l'arsenic. Bon, réaction rapide, dans quelques jours, les plantes sont mortes. Il a ensuite traité en arrosant les plantes avec arsénicomalbum en 30 CH. Donc il n'y a plus rien au-delà de la 12 CH, donc on est largement au-delà du nombre d'Avogadro, il n'y a plus que de l'eau. Les plantes ont survécu lorsqu'il les traitait, lorsqu'il essayait de les intoxiquer ensuite à l'arsenic. Et il s'est dit, c'est intéressant parce que finalement les plantes ne pensent pas, et pourtant il y a une action. Pareil en usage vétérinaire pour l'homéopathie. Pour les fleurs de Bach, c'est un peu pareil, c'est-à-dire elles agissent même si la personne n'y croit pas. Maintenant, il y a quand même un autre problème, c'est l'observance. C'est-à-dire que si la personne n'y croit pas, elle ne les prendra pas régulièrement, et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'action parce qu'il faut quand même qu'il y ait une imprégnation, il faut les prendre l'idéal 4 fois par jour, et si elle n'y croit pas, elle ne les prendra pas régulièrement, donc elle ne verra effectivement pas d'action. Mais par contre, si on les proposait à un animal, aucun problème, hein. Vous aurez une action sur un cheval anxieux ou un cheval qui a du mal à passer des barrières parce qu'il est tombé la fois précédente. Vous le traitez de cette manière-là, vous avez un effet incontestable avec les fleurs de Bach. Est-ce qu'il y a contre-indication pour les femmes enceintes? Les fleurs de Bach? Non, il n'y a absolument aucune contre-indication. On peut l'utiliser pour tout, il n'y a pas de toxicité, il n'y a plus beaucoup de matière. Simplement, le docteur Bach aimait bien le cognac et il avait l'habitude de diluer ses fleurs dans du brandy, ce qui ne gâche rien, c'est bon au goût. Donc, si ça dérange un petit peu, sachant qu'on ne prend qu'une goutte à la fois, donc dans une goutte, vous aurez un 1/5 de goutte de cognac, c'est pas dramatique. On peut très bien le diluer dans un verre d'eau. L'essentiel, comme pour l'homéopathie, c'est de garder le liquide en bouche pendant quelques temps pour qu'il y ait une absorption dite perlingale. Ça passe par la salive directement dans la circulation sanguine. Donc aucune contre-indication, aucune interaction, c'est-à-dire que ces fleurs de Bach ne sont pas connues pour agir sur le physique, mais uniquement sur les émotions. Maintenant, indirectement, c'est vrai que si je traite quelqu'un qui souffre de psoriasis parce qu'il a des problèmes essentiellement d'ordre émotif, si je règle ses émotions, il ira mieux au niveau de la peau. Donc on voit de bons effets secondaires, si vous voulez, des fleurs de Bach, dans ce sens-là. Oui. Il y a une durée limitée ou bien il faut le prendre sur une grande durée ou... Alors, j'aime bien utiliser la comparaison des poupées russes. C'est un peu comme si vous allez voir un psychanalyste ou un psychologue. Dans un premier temps, vous exprimez une douleur sur le plan des émotions qui est vive. Ce sera par exemple un stress brûlant pour l'instant. Puis ensuite, si vous êtes satisfaite du résultat, il se peut qu'il y ait des remontées de l'inconscient, d'histoires anciennes qui datent d'il y a 30 ou 40 ans, qui remontent à votre conscience, et vous dites qu'est-ce que je vais faire maintenant de ce qui est en train de remonter.
Et progressivement, vous pouvez avancer, c'est-à-dire essayer de déshabiller progressivement la personne pour revenir à des émotions plus anciennes ou qui ont été niées, parce que souvent on a l'habitude de nier certaines choses qui nous dérangent, de les oublier, on les tasse bien au fond de l'inconscient ou du subconscient, et on peut comme ça progressivement améliorer un peu le profil psychologique. Donc dans ce cas-là, il y a des personnes qui souhaitent faire un traitement plus complet sur 1 an et revenir régulièrement pour améliorer ses réactions face à autre chose. Ça peut être par exemple, j'ai déjà eu des personnes qui avaient du mal à parler en public, ça représentait un stress extrêmement intense, donc on peut leur donner des conseils psychologiques, mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui a provoqué ce type de phénomène. Est-ce qu'à un moment donné, un enfant a été brimé parce qu'on lui avait demandé de faire un exposé pendant la classe? Est-ce que ça remonte à une histoire scolaire? Est-ce que c'est une histoire professionnelle, etc. Et on peut toucher des émotions complètement différentes de ceux pour lesquels la personne avait été venue au départ en consultation. Donc ça peut être extrêmement varié, très ouvert. J'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'association des médicaments allopathiques et des plantes? Est-ce que c'est compatible? Oui, alors l'association plantes et médicaments est tout à fait compatible. D'ailleurs, la phytothérapie, donc l'utilisation des plantes au sens large, qui inclut aussi bien les fleurs de bac que l'herboristerie ou l'aromathérapie, est une forme d'allopathie. Allopathie vient du grec allos, qui signifie autre ou contraire. C'est la médecine des contraires. C'est-à-dire j'ai une douleur au niveau de la gorge, je vais donner un antidouleur. Donc avec les huiles essentielles ou avec les plantes en herboristerie, on fait la même chose. Donc c'est tout à fait compatible. Je peux très bien prendre un sirop contre la toux à base de codéine pour une toux qui m'empêche de dormir et rajouter une huile essentielle. Je peux tout à fait le faire. Simplement, il se peut que parfois il y ait des interactions. C'est très connu pour le millepertuis. Quand vous utilisez du millepertuis, il faut vérifier que vous ne prenez pas en même temps une pilule ou mettons un médicament anti-épileptique ou un médicament pour les trithérapies des malades atteints du sida. Il peut y avoir des interactions où là il faut vérifier. Ce n'est pas interdit, simplement il faut en tenir compte, il faut adapter les doses. Alors il y a des cas où c'est contre-indiqué. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser une plante ou une huile essentielle par rapport à telle maladie. Ça peut être une interaction. Alors, interaction, c'est entre 2 remèdes, allopathiques ou non. Ça peut être également des effets indésirables. Disons de manière générale, à partir du moment où on utilise un médicament concentré, donc en phytothérapie, en aromathérapie, il faut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des effets indésirables, des toxicités, des interactions, etc. et qu'on en tienne compte. Alors, nous avons écrit plusieurs livres et en tant que professionnel de la santé, systématiquement, quand il y a quelque chose à dire sur ce plan-là, on a toujours précisé les doses que l'on peut conseiller aujourd'hui et s'il y a des problèmes justement d'interaction, de contre-indication, d'effets indésirables, c'est important. Mais c'est tout à fait compatible et moi j'appelle vraiment de mes voeux le développement d'une médecine qui tienne compte à la fois des médecines dites non conventionnelles aujourd'hui et de la médecine dite classique, bien qu'elle ne remonte pas à l'époque classique au XVIIe siècle. Et je crois qu'on a tout à gagner à jouer sur les convergences, parce que dans, je dirais, 70 à 80% des raisons de consultation qui font qu'un patient va voir un médecin généraliste, on pourrait les traiter avec les médecines douces. Tout ce qui est angine, bronchite, diarrhée, gastro-entérite, et j'en passe, tout ça on peut le traiter par des médecines beaucoup plus légères sans avoir tout ce cortège d'effets indésirables. Je vais même plus loin, je vais vous citer un autre exemple. J'ai régulièrement en traitement une personne qui est paraplégique, depuis très jeune déjà, depuis l'âge de 30 ans, et donc elle a une stase au niveau urinaire, elle est actuellement sondée depuis des années, et régulièrement elle a des problèmes d'infection urinaire. Donc les médecins pendant des années lui ont proposé des antibiotiques de différentes classes, 4 ou 5 classes d'antibiotiques différentes. On en est à un stade maintenant où elle est résistante à la quasi-totalité des antibiotiques. Les médecins ne savent plus quoi faire. Et donc je la vois et je lui fais des mélanges adaptés quand elle souffre d'une invasion à Klebsiella ou à Escherichia coli ou que sais-je, ou à pneumocoque.
ou d'autres germes, des entérocoques. Bon, je lui fais un mélange avec... là encore, je joue sur les synergies, pas seulement huile essentielle, mais plantes également, par exemple échinacées ou autres, et on arrive toujours à traiter la question. D'ailleurs, j'ai entendu dire récemment que les laboratoires Novartis, qui sont des grands laboratoires au monde, sont en train de réaliser justement pour ces raisons-là un mélange d'à peu près une trentaine de plantes et huiles essentielles pour un effet antibiotique. Donc ils ont compris qu'on va dans le mur si on continue comme ça en utilisant des doses massives. Moi je me souviens que dans mon enfance, dans les années 50-60, on utilisait des doses de 50 000 unités d'antibiotiques. Maintenant on est à plusieurs millions. Donc ça prouve bien qu'on n'arrive plus à traiter une maladie bactérienne avec les doses qu'on utilisait dans mon enfance. Aujourd'hui, on est obligé d'utiliser des doses à peu près 100 fois supérieures. Sans parler des résistances proprement dites, où les antibiotiques n'agissent plus du tout. Donc il faut bien qu'on trouve des solutions différentes. Et là encore, si on avait un petit peu réfléchi dans les années 50, on se serait dit finalement une bactérie, c'est quand même un organisme complexe qui a une certaine intelligence au niveau de sa cellule et qui est capable de se battre quand il subit une agression. C'est très facile pour une bactérie de trouver une parade lorsqu'on lui envoie comme ennemi, si vous voulez, une seule molécule chimique. Mais si vous en envoyez 150, parce que l'huile essentielle de thalathiol en contient à peu près 150, la cellule ne peut plus se battre contre 150 molécules différentes à la fois, qui les unes vont agir sur la membrane, l'autre sur l'ARN messager, la troisième sur l'ADN, la quatrième sur le cytoplasme, etc. Vous voyez, c'est une bataille qui est beaucoup plus multipolaire et on a des résultats qui sont bien meilleurs dans ces cas-là. Donc je crois vraiment qu'il faut qu'on arrive à une synthèse. Alors heureusement, il y a de plus en plus de services hospitaliers qui actuellement accueillent des sophrologues, des homéopathes, des aromathérapeutes, etc. dans les services hospitaliers. Je me souviens que dans les années 2000, ça m'intéressait en tant qu'ethnologue, il y avait à peu près une cinquantaine de services en France qui faisaient cela. Maintenant, c'est entre 500 et 1000. Vous voyez un petit peu partout, dans de nombreux services. Évidemment, ça dépend encore du professeur de fac de médecine qui est en place, qui gouverne le service. Est-ce qu'il est d'accord pour accueillir tel ou tel étranger pour appliquer telle ou telle technique. Mais ça se développe. C'est plus lent en médecine de ville. C'est assez rapide en médecine hospitalière. Mais en médecine de ville, on a encore affaire à des médecins qui ont été formés il y a 30-40 ans, qui n'ont pas eu une heure de cours sur la phytothérapie, alors que si vous traversez le Rhin comme le nuage de Tchernobyl ne l'a pas fait, vous vous rendez compte qu'un médecin allemand, un généraliste, au bout de 8 ou 9 ans d'études, a quand même eu 5 semaines de cours sur la phytothérapie, sur les plantes à temps complet. Donc il est formé sur la phytothérapie. Alors qu'un médecin français, jusqu'à l'année dernière, n'avait pas une heure de cours. Alors il y a un petit progrès. On a la chance d'avoir un très bon doyen de fac de médecine, le professeur Sibilia, qui est un rhumatologue et qui est très ouvert aux médecines non conventionnelles et qui, à petits pas, parce qu'il faut imaginer les discussions qu'il a avec ses propres collègues, a réintroduit un cours de 10 heures en phytothérapie. Vous me direz c'est rien, mais c'est mieux que rien. J'avais une question par Oui. rapport aux fleurs de Bach. Il y a donc les fleurs originales de Bach, c'est le flacon en verre Oui. fumé, l'étiquette jaune. Que Oui. pensez-vous des autres marques? Est-ce que c'est copies. des copies? Est-ce Oui. qu'on peut les utiliser sans crainte? Oui. Alors, il y a un certain nombre de laboratoires qui préparent les 38 fleurs de Bach de base et qui les préparent de manière tout à fait excellente. J'en connais 3 ou 4 qui sont bien. Je ne les connais pas tous, donc je ne peux pas répondre pour tous, mais disons, le plus connu après les fleurs de Bach originales est effectivement excellent et il a une très bonne méthode de préparation. Après, il y a des laboratoires qui préparent également ce qu'on appelle des élixirs contemporains, qui n'ont pas été créés par Bach lui-même. Alors vous avez des fleurs australiennes, vous avez des californiennes, vous avez des françaises également contemporaines, donc il y en a plusieurs centaines à l'heure actuelle. Je crois qu'il faut en revenir à la base, parce que le docteur Bach lui-même a travaillé avec 38 émotions de base, qui correspondent vraiment à des données de la psychologie moderne, du XXe ou du XXIe siècle.
c'est vraiment la base quand on veut s'en servir. Après, il y a effectivement des phénomènes un petit peu modernes. Bon, ma femme aime bien citer par exemple Cosmos, qui peut être utilisé et qui n'existait pas à l'époque pour les fleurs de bac, pour des personnes qui ont du mal à exprimer. Ils ont quelque chose qui leur reste en travers de la gorge. Comment pouvoir le dire, comment pouvoir sortir finalement une émotion difficile. Bon, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans les 38 fleurs de bac. Alors, il y a un certain nombre de plantes qui sont tout à fait intéressantes parmi les élixirs modernes. Mais disons que nous avons l'habitude de dire qu'il faut toujours garder la base des 38. On trouve vraiment l'essentiel des émotions de base. Et après, on peut compléter avec une ou deux contemporaines éventuellement. Ensuite, à propos d'huile essentielle, à propos de l'huile essentielle d'élixir, non, d'Hélicris, pardon, vous disiez, je ne vais pas rappeler l'incident qui s'est passé avec votre belle-mère, mais est-ce qu'il est possible de mettre sur une plaie ouverte cette huile essentielle? Bonne question. Oui, alors habituellement, il y a deux plantes qu'on évite d'utiliser sur des blessures ouvertes. C'est en tant que plante l'arnica, qui peut créer des allergies, et d'autre part, effectivement, l'hélicryse. Donc on a l'habitude de l'utiliser autour de la contusion, mais pas directement sur la partie ouverte. Dans ce cas-là, on préférera une autre huile essentielle qui est le cyste, qui est une plante méditerranéenne qui est conçue comme le calendula. C'est un peu l'équivalent en phytothérapie, c'est le calendula, et en aromathérapie, ça va être le cyste, qui est un peu l'équivalent pour les plaies ouvertes. Maintenant, en cas d'urgence, ça n'est pas dramatique dans le sens où on va pas réutiliser, si vous voulez, cette huile essentielle pendant des jours ou des jours. On l'utilise une fois, et ensuite, une fois que l'urgence est passée, on en revient à la technique traditionnelle qui consiste à utiliser effectivement cyste et calendula, ce que j'ai fait par la suite. Oui. Avez-vous travaillé sur les bourgeons? Parce que j'ai déjà vu ce genre de préparation avec des bourgeons. Oui, tout à fait. C'est une autre technique de phytothérapie qu'on appelle la gémothérapie. Ça n'a rien à voir avec les gemmes, les plantes précieuses. Donc c'est l'utilisation des bourgeons de plantes, bourgeons de chêne, bourgeons de hêtre, bourgeons d'églantier, de cassis, et qui sont mis à macérer dans un mélange à base de glycérine, et qui sont très utiles aussi. Tout se passe comme si le bourgeon contenait au potentiel tout ce que va devenir la plante. Donc, puisque le bourgeon va permettre de réaliser la feuille, de développer les fleurs par la suite au niveau d'un arbre, etc. Donc on a beaucoup de potentialités qui sont présentes. On a ce qu'on appelle dans le domaine végétal des hormones de croissance qui sont actives sur le plan médicinal également. Bon, ça a été connu autrefois, quand j'en étais dans les Vosges, on parlait déjà d'utilisation de bourgeons autrefois, mais ça a surtout été développé par un médecin belge, Dr Paul Henry, dans les années 50-60, et avec un certain succès pour beaucoup d'éléments. Donc je dirais que c'est tout à fait complémentaire. Par exemple, on peut se servir de bourgeons macérats glycérinés de cassis pour des inflammations rhumatismales. Une indication qui est très connue dans le corps médical. C'est d'ailleurs une des rares formes en phytothérapie qui sont encore remboursées, la gémothérapie, parce qu'elle fait partie grosso modo de l'homéopathie. Ça fait partie de la pharmacopée homéopathique française. Par rapport à l'absorption par voie orale des huiles essentielles, vous avez parlé de comprimés neutres. Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que si on le met en dispersion dans de l'eau et qu'on remet bien de façon à l'absorber de suite, est-ce que ça suffit ou pas? Oui, alors effectivement, les comprimés neutres sont la forme moderne qui permet une bonne observance, parce qu'on sait que les gens vont utiliser régulièrement, autant qu'il le faut, les huiles essentielles. Le comprimé neutre a l'avantage de bien diluer, c'est-à-dire qu'on ressent nettement moins l'irritation de l'huile essentielle quand on utilise de l'origan par exemple, ou d'autres huiles essentielles un peu irritantes pour la bouche ou pour la gorge.
on peut les diluer dans de l'eau en théorie. Le problème, c'est que ça ne se disperse pas. Donc, il faut penser à remélanger à chaque fois avant utilisation. Donc, c'est très peu utilisé dans de l'eau. Ça se fait un petit peu dans une infusion, à condition qu'elle soit refroidie, parce que sinon l'huile essentielle va s'évaporer. Si par exemple, le soir, vous voulez une tisane somnifère ou calmante, le fait de rajouter, quand elle est tiédie, une goutte d'huile essentielle d'orange, c'est possible. Mais là encore, toujours la même précaution, bien mélanger avant chaque gorgée. Et vous avez la troisième méthode qui est beaucoup plus fréquente, c'est donc du miel. Dr Wallner recommandait d'utiliser du miel, mais avec même précaution, il faut prendre soin de bien mélanger avec le miel, parce que si la goutte surnage sur la cuillère de miel, on risque également une petite irritation, ou alors diluer dans de l'huile. Puisque les huiles essentielles sont grasses, elles se diluent donc parfaitement dans une huile d'olive, une huile d'amande douce ou une autre huile adaptée. Donc on peut l'utiliser de cette façon-là. Mais j'aimerais rappeler que ne vous lancez surtout pas dans l'aromathérapie par voie orale si vous n'avez pas suivi une formation, parce qu'il y a quand même des risques tout à fait certains de ce côté-là. Autant par voie externe, si vous achetez des huiles ou des crèmes toutes faites, il n'y a pas de danger, mais par voie orale, ne vous y lancez pas si vous n'avez pas une compétence suffisante dans ce domaine-là. Oui. On va poser une question également, oui. Alors moi je vais avoir une question plus ciblée, ça va être sur les cheveux. Quelle huile essentielle vous recommandez par exemple pour les problèmes de cuir chevelu ou pour les personnes qui ont envie d'avoir une pousse de cheveux un peu plus importante, ce genre de petits soucis ou l'embellissement tout simplement de la fibre capillaire? Merci. Alors pour les cheveux, vous pouvez en utiliser plusieurs. Alors la première, qui est médicinale, sera utilisée plutôt dans les cas de pityriasis. C'est une infection à champignons microscopiques extrêmement courante. Et là, on va utiliser l'huile essentielle de titri. Par exemple, on prendra la dose habituelle de shampoing et dans ce shampoing, on va rajouter une goutte d'huile essentielle de titri et là, on va réaliser le shampoing avec cela qu'on aura intérêt à laisser en place pendant 4 à 5 minutes avant de rincer. Et ensuite, vous avez parmi les huiles essentielles plutôt cosmétiques, vous avez d'abord la lavande qui peut être utile dans les cas d'irritation du cuir chevelu, et surtout le romarin. Alors le romarin est une des huiles essentielles à privilégier. Bon, il y en a bien d'autres, parce que le romarin va favoriser une meilleure circulation au niveau des petits capillaires sanguins qui forment le cuir chevelu. Donc une meilleure circulation qui permettra de mieux nourrir le cheveu et le poil. Donc le romarin est tout à fait adapté, bien sûr toujours dilué. Dans ce cas-là, la technique consistera à utiliser une huile essentielle de romarin diluée dans une huile avant shampoing et ensuite on va enlever l'huile grâce au shampoing. Mais préalablement, on aura eu cette nourriture. Bon, il existe aussi des marques tout à fait intéressantes qui proposent des mélanges à base, donc des complexes à base d'huile essentielle qui sont prêts à l'application immédiate sur le cuir chevelu, qui sont donc déjà dilués dans une méthode adéquate pour l'appliquer sur le cuir chevelu. Alors, quand on pratique ce genre de choses avec friction en même temps, on va évidemment favoriser l'irrigation. Il y en a une autre qui est assez utilisée, c'est la camomille. On la connaît bien pour éclaircir le cheveu, et on peut utiliser la camomille également pour avoir un effet adoucissant, un effet anti-inflammatoire ou tout simplement cosmétique embellissant. Oui. Je vais laisser la place à madame d'abord. Je crois que vous aviez déjà parlé, non? Ah non, pas encore, excusez-moi. Je croyais que vous aviez déjà... Bon, alors moi j'utilise les huiles essentielles pour me soigner certains petits maux, mais alors après vous avoir écouté, maintenant ça me pose un petit problème parce que quand on achète des huiles essentielles, que ce soit en pharmacie ou en magasin bio, souvent on nous donne un petit dépliant, mais il n'y a pas marqué si vous avez eu telle maladie ou telle maladie, surtout n'utilisez pas ces huiles essentielles. Alors j'ai eu quand même de très gros problèmes médicaux. Et malgré tout, j'utilise les huiles essentielles sans pour autant savoir si c'était bon ou pas. Alors comment je peux savoir si réellement je peux utiliser les huiles essentielles après les problèmes médicaux importants que j'ai eus? Alors à l'heure actuelle, il n'y a guère d'ouvrage qui traite de cette question. Je dirais que ça fait plus partie de l'aromathérapie professionnelle. Là, il faut vraiment demander l'avis à un spécialiste, pharmacien, médecin ou naturopathe bien formé dans ce domaine-là pour savoir, parce que
on ne peut pas résumer simplement cette question à, je dirais, une monographie qu'on rédigerait par exemple sur l'huile essentielle de sauge. Dès qu'on pratique une médecine dite douce ou une médecine naturelle, on pratique ce qu'on appelle une médecine de terrain. C'est-à-dire on essaie d'évaluer votre terrain pour voir comment vous réagissez, quelle est votre histoire depuis votre enfance, et en fonction de ça, on se dira, bon, bah, cette huile essentielle, étant donné votre histoire médicale, est plutôt à éviter, on va plutôt privilégier celle-là. Même si on peut dire que, par exemple, l'huile essentielle de sauge, on va limiter son usage pour une personne qui a fait un cancer hormonodépendant, pour prendre cet exemple, suite à un cancer du sein, parce que c'est une huile essentielle qui a des propriétés œstrogéniques, donc là on va l'éviter. Ça on le sait, ça on peut le trouver dans les livres, mais par contre tout ce qui est lié à la médecine de terrain, là il faut vraiment voir un spécialiste, hein. On ne peut pas bricoler entre guillemets dans ce domaine-là. Alors ces indications, contre-indications et autres, on les trouve beaucoup plus facilement dans des livres. Nous-mêmes on en a écrit un livre qui s'appelle « En bonne santé avec les plantes des Vosges et d'ailleurs », qui donne les propriétés, mais aussi les effets indésirables des 150 plantes qui forment le hit parade de la phytothérapie française. Donc les 150 les plus utilisées. Donc là, on donne tout ce qui concerne les plantes. Par contre, pour les huiles essentielles, il y a guère de... Bon, il y en a quelques-uns. Il y a Madame Festi, qui est une pharmacienne également, qui a écrit plusieurs livres sur l'aromathérapie, qui donne, je ne sais pas si elle va jusqu'à donner toutes les interactions, contre-indications. Elle donne bien les propriétés et indications. Peut-être encore des progrès à faire au niveau des indications. Pardon ? Elle donne beaucoup d'indications dans son livre. Oui, mais est-ce qu'elle donne des contre-indications et fait un désir ? Il me semble quand même qu'elle Oui, il me semble, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des pharmaciens Prenez le micro. Des pharmacies aujourd'hui Non, je voulais juste connaître des pharmacies qui pourraient nous conseiller sur place, quoi. On m'a parlé de la rue du Dôme, mais je ne sais pas, j'ai jamais été. Moi, je ne peux pas vous donner de liste de pharmaciens compétents dans le domaine-là. Je peux vous donner un moyen de les repérer. C'est que vous pouvez avoir des pharmaciens qui disposent, par exemple, d'une collection de plantes en infusette. Et quand vous les interrogez, il n'y a pas grand nombre de compétences, si vous voulez, pour répondre à des questions. Donc ça, c'est peut-être pas l'idéal. Il faut avoir d'une part une pharmacie qui présente bien ces éléments, c'est-à-dire que ce soit vraiment visible dans l'officine, qui deuxièmement est un préparatoire spécialisé dans ce domaine-là, parce qu'il y en a de plus en plus qui font faire les préparations, qui est si possible une véritable herboristerie. Nous, c'était le cas à l'époque, on avait un sous-sol qui était formé d'une herboristerie. Qui permettait de conserver des plantes en vrac au frais. À partir du moment où vous avez un pharmacien ou un magasin bio qui n'a non pas des plantes en infusette, parce que les plantes en infusette, il faut bien dire que c'est de la poussière de plantes, c'est ce qui reste quand on a vendu la plante en vrac. Et donc vous avez plus de chances d'avoir un pharmacien compétent s'il fait l'effort d'avoir des plantes en vrac et non pas seulement des plantes en infusion. Et après, c'est la compétence, vous posez des questions et vous voyez si effectivement... le personnel sait ou non. Alors il y a quand même une différence entre poser la question à un préparateur en pharmacie et un pharmacien. Il y a des préparateurs qui sont bien formés par le temps, mais disons qu'en gros ils ont eu une formation de type Bac+2 en alternance à raison d'1 journée et demie par semaine pendant 2 ans. Un pharmacien, ça n'a rien à voir, c'est 6 ans à temps complet. Donc la formation est beaucoup plus poussée chez un pharmacien, donc vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des réponses adéquates chez un pharmacien, à condition qu'il s'y intéresse. Parce que le pharmacien, à la base, peut s'intéresser aussi bien à la pharmacie, mettons à la dermocosmétique, au vétérinaire, à l'homéopathie, à l'aromathérapie. On peut comprendre qu'ils ne sont pas tous compétents ou spécialistes dans ce domaine-là, mais il y en a quelques-uns qui le sont et il faut les choisir. Oui. On s'arrête là ? Oui. Merci beaucoup Christian. Je crois qu'on peut le remercier. Il a encore été très complet et surtout très accessible. Donc merci aussi à vous parce qu'on a remarqué qu'on a eu des questions de votre part et assez spontanées, très intéressantes, ce qui n'est pas forcément le cas à chaque conférence où moi je vais en tout cas à l'extérieur et sur d'autres sujets. Donc merci de votre présence et merci de votre intérêt. Et on a eu beaucoup de questions sur les fleurs de Bach, donc on voulait vous dire que Madame Busser, qui est en ce moment interviewée par France Bleu, Elisabeth Busser fera sa conférence exclusivement sur les fleurs de Bach en septembre.
Voilà. Donc on vous a dit le mois prochain, ça sera Pierre Mougel sur la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture. En mars, ce sera le yoga. En avril, ce sera Michel Zobler de la Fleur des Champs qui nous parlera de la cuisine et de comment prendre sa santé en main dans sa cuisine, dans sa propre cuisine. En mai, nous aurons une conférence sur le burn-out. Et en juin, on vous prépare une sortie pour ceux qui sont intéressés, ceux et celles, qui sera donc sur réservation. On est en train de concocter ça. On vous en parlera dans les mois qui viennent. En tout cas, merci à vous. Et si nous avons deux choses, même trois choses. Si vous le souhaitez, nous pouvons déjeuner tous ensemble à midi à la Fleur des Champs, le temps de nous donner, de nous permettre de remettre tout en place pour accueillir le public, et de deux. Nous avons un petit panier à la sortie pour, si vous le souhaitez, nous avons des frais, nous n'avons pas de prix pour la conférence, mais nous avons des frais. Si vous le souhaitez, vous nous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et troisième chose, j'ai une petite liste pour si vous avez une adresse mail et que vous souhaitez être informé de nos activités, vous me donnez votre mail et on vous met dans notre fichier et vous serez prévenu régulièrement. Voilà. Merci encore et à une prochaine fois.